Personne n'épouse une fille grosse, monsieur, mais je sais cuisiner, dit la timide mariée. La réponse du rancher changea sa vie. Territoire du Montana, décembre 1887. Le vent fouettait les abords délabrés de Boone Creek, une ville tissée de courage et de désespoir. La neige tourbillonnait paresseusement au-dessus de l'herbe sèche et des clôtures branlantes, s'accumulant lourdement sur les toits et les épaules. C'était le genre d'hiver qui transformait le souffle en givre et les hommes en fantômes. Les chevaux respiraient de la vapeur et les fusils étaient cachés sous les manteaux comme des promesses en attente d'être tenues. Dans une petite cabane à la lisière de la ville, où le terrain descendait vers le ruisseau gelé, une femme se tenait seule devant un poêle à bois. Clara Whitlow, 27 ans, remuait une marmite de ragoût de lapin avec ses mains calleuses. L'odeur du thym et du bouillon d'os emplissait la pièce exiguë, chassant le silence qui était devenu son seul compagnon. Elle vivait seule depuis près de 5 ans, depuis qu'elle avait quitté l'orphelinat où elle avait appris à cuisiner, à faire bouillir et à saumurer, des compétences qui l'avaient protégée du froid et des paroles cruelles. Les habitants de Boone Creek prononçaient son nom à voix basse, quand ils le prononçaient. La grosse fille de la cabane, disait-il. Au bon cœur, mauvaise silhouette. Les enfants la montraient du doigt. Les commerçants lui donnaient les pires morceaux. Elle souriait quand même, échangeait du pain contre des boutons et des herbes séchées, et restait discrète. Ce matin-là, le froid semblait plus vif que d'habitude. Clara serra son châle autour d'elle et se rapprocha du feu. C'est alors qu'elle l'entendit, 3 coups secs à la porte. Sans hésitation. Sans politesse. Le genre de coup frappé par un homme qui ne se répète jamais. Elle hésita, s'essuya les mains et ouvrit la porte. Un homme se tenait là, enveloppé dans un épais manteau de laine, la neige collée à ses bottes et au bord de son chapeau. Son visage était dans l'ombre, mais ses yeux étaient vifs, observant la petite cabane, la chaleur derrière elle et Clara elle-même. Il ôta lentement son chapeau, révélant des cheveux foncés striés d'argent aux tempes. « Êtes-vous Clara Whitlow » demanda-t-il d'une voix basse et fatiguée. « Oui » répondit-elle prudemment. « Puis-je vous aider » L'homme acquiesça d'un signe de tête. « Je m'appelle Elias Boone. Je dirige le ranch Boone Creek, à l'ouest d'ici. J'ai perdu mon cuisinier il y a 2 jours. Il est malade. Les hommes ont faim et sont inutiles lorsqu'ils ne sont pas nourris. » Il marqua une pause. « J'ai entendu dire que vous saviez cuisiner. » Clara eut la bouche sèche. Elle jeta un coup d'œil à la marmite qui bouillonnait derrière elle, puis se retourna vers l'inconnu. Son manteau était couvert de poussière de sel, ses mains étaient grandes et burinées, du genre à pouvoir dompter un cheval ou enterrer un homme avec la même facilité. « Oui » répondit-elle doucement. « Vous pouvez cuisiner pour 20 cow-boys » demanda-t-il. Elle retint son souffle. 20. Elle n'avait jamais cuisiné pour plus de 6 personnes à la fois à l'orphelinat. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle regarda derrière lui, vers les plaines enneigées, puis baissa les yeux vers son reflet déformé dans la louche en étain accrochée à la porte. Elle vit ce que les autres voyaient, des joues rondes, des bras potelés, des hanches larges. Un corps façonné davantage par les sacs de farine et les casseroles lourdes que par les corsets et les fréquentations. Elle sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Des années de remarques cruelles remontèrent à la surface comme des bleus sous sa peau. Elle croisa son regard, puis détourna les yeux. « Personne n'épouse une fille grosse, monsieur » murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Mais je sais cuisiner. » Les mots restèrent suspendus dans l'air froid entre eux, nus et tremblants. Elle s'attendait à ce qu'il se détourne, qu'il lui offre des excuses laconiques ou un rire dédaigneux. Mais Elias Boone ne bougea pas. Il la regarda, pas à travers elle, pas au-delà d'elle, mais elle. Puis il dit doucement, « Je ne cherche pas à embaucher une épouse, mademoiselle Whitlow. Je cherche à embaucher quelqu'un qui sait nourrir un homme de manière à lui rappeler que la vie vaut encore la peine d'être vécue. » Clara cligna des yeux. Ses mains, couvertes de farine après avoir préparé des biscuits plus tôt, tremblaient légèrement. Elle ne savait pas quoi dire. Elias remit son chapeau, hocha une fois la tête et se retourna pour partir. « Je reviendrai à l'aube, » dit-il par-dessus son épaule, « si vous êtes d'accord. » Sur ces mots, il s'enfonça dans la neige, laissant Clara debout sur le seuil. La chaleur de son foyer ne dépassait pas le cadre de la porte, mais quelque chose d'autre persistait, ses paroles. Lourdes. Honnêtes. Je ne cherche pas à embaucher une épouse. J'embauche quelqu'un qui sait nourrir un homme de manière à lui rappeler que la vie vaut encore la peine d'être vécue. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas invisible.
Elle se sentait vue. Un vent cruel balayait l'air matinal, le genre de vent qui déchire les manteaux et gerce les lèvres. Et la neige était tombée pendant la nuit, fine et glaciale, recouvrant les toits et les clôtures d'un manteau pâle et immobile. De la fumée s'échappait des cheminées des dortoirs, s'enroulant dans le ciel gris comme des questions sans réponse. Clara Whitlow était assise à l'arrière du chariot, les mains jointes sur les genoux, le cœur battant comme un tambour de guerre. Le conducteur, un jeune ouvrier agricole nommé Will, n'avait pas beaucoup parlé pendant le trajet. Il l'avait seulement aidé à charger sa malle, lui avait jeté un regard en coin et avait murmuré « J'espère que tu n'es pas trop fragile pour le ranch Boone Creek ». Lorsque le chariot s'arrêta, Clara descendit dans un monde qui ne semblait pas vouloir d'elle. Le ranch s'étendait à perte de vue sur la terre gelée, 3 granges, un corral rempli de bétail, un dortoir bas et la maison principale qui se dressait, austère, à l'horizon, comme si elle était propriétaire de la terre et de tout ce qui y respirait. Tout ici avait été construit par des mains robustes et des années de dur labeur, et maintenant toutes ces mains robustes la regardaient. Les cow-boys se tenaient en petits groupes, les bras croisés, appuyés contre les poteaux de la clôture ou laissant leurs outils suspendus dans les airs, juste pour la fixer du regard. Leurs visages étaient burinés par le vent et les intempéries, et aucun d'entre eux ne prenait la peine de cacher son sourire narquois. « Là elle va manger plus qu'elle ne cuisine », ricana un homme. Un autre éclata de rire. « J'espère qu'on ne paie pas au poids. » Les joues de Clara s'empourprèrent, mais elle ne broncha pas. Elle ne s'enfuit pas. Elle leva le menton, évita le regard de tout le monde et se dirigea sans un mot vers la cuisine. Ses bottes crissaient dans la neige. Son manteau flottait à ses côtés. Les chuchotements la suivaient, mais elle ne leur donnait rien à se mettre sous la dent. À l'intérieur, la cuisine était froide et silencieuse, le feu éteint depuis longtemps. Clara se déplaçait comme si elle avait toujours été là, ouvrant les placards, vérifiant les réserves, traînant des bûches jusqu'à l'âtre et frappant le silex jusqu'à ce que le feu reprenne vie. Ses mains, entraînées par des années passées à l'orphelinat et à son propre foyer solitaire, bougeaient avec une assurance tranquille. Elle déballait ses couteaux, ses épices, sa poêle en fonte. Au lever du soleil le lendemain matin, l'air était chargé de l'odeur de la semoule de maïs grillé, du piment broyé et du beurre fondant sur la pierre chaude. Elle s'était levée avant le soleil et avait mis son plan à exécution, du pain de maïs, mais pas n'importe lequel. Son plat signature, des galettes de semoule de maïs épicées, poêlées dans du saindoux, croustillantes à l'extérieur, chaudes et moelleuses à l'intérieur, servies avec une sauce crémeuse épaisse parsemée de poivre fumé et d'une pointe de noix de muscade. Elle disposa 20 assiettes avec une grâce acquise par l'habitude. La cloche du dortoir sonna. Des bottes résonnèrent. Les cow-boys entrèrent en masse dans la salle à manger, riant, bâillant, secouant la neige de leurs manteaux. Puis ils sentirent l'odeur. La pièce devint étrangement silencieuse. Un par un, ils prirent leur assiette. Personne ne parlait. Pas même ceux qui s'étaient moqués d'elle la veille. Clara se tenait derrière la table de service, les mains jointes derrière le dos, observant la scène. Elle sentait leur regard posé sur elle, mais plus encore, elle observait leur visage pendant qu'ils mangeaient, leur mastication ralentissait, leur tête s'inclinait, leurs yeux s'écarquillaient. Pas un mot ne fut prononcé jusqu'à ce qu'un homme, le plus bruyant des moqueurs, s'avance avec son assiette entièrement vide. Il resta là un instant, mal à l'aise, évitant son regard, puis tendit à nouveau son assiette. Sans rien dire. Il attendait simplement. Clara prit l'assiette en silence et lui servit une autre portion. Toujours sans un mot, mais alors qu'il se détournait, elle vit le coin de sa bouche se relever, presque un sourire. Dehors, le ciel était encore gris, mais à l'intérieur de cette cuisine, quelque chose de plus chaud avait commencé à monter. La première semaine passa dans un flou de matin glacial et de longues nuits éclairées à la lampe à huile. Clara se levait avant les coqs, souvent avant même que la lune ait quitté le ciel, et ne se reposait pas avant d'avoir lavé la dernière casserole et allumé le feu dans la cheminée. Mais elle ne se contentait pas de cuisiner. Elle observait. Elle écoutait. Elle apprenait. Jed, le grand maigre au nez tordu, détestait les oignons dans son ragoût. Amos, le petit nerveux qui parlait rarement, se frottait le poignet à chaque fois qu'il mangeait. Elle comprit rapidement qu'il était allergique au poivre. Et le petit Sam, qui n'avait pas plus de 16 ans, se faufilait dans la cuisine après minuit pour prendre des biscuits froids quand il pensait que personne ne le voyait. Elle commença à en laisser 2 enveloppés dans un linge près du comptoir. Il ne la remerciait jamais, mais le matin, la serviette était toujours repliée soigneusement. Chaque homme avait une histoire cachée dans son silence, et Clara prêtait attention à chacune d'entre elles.
Au cours des semaines suivantes, les moqueries cessèrent point, les plaisanteries cessèrent. À leur place, de petits gestes fleurirent comme des fleurs du désert après la pluie, un bouton d'or laissé sur le rebord de la fenêtre, une cuillère en bois sculptée, grossière mais sincère, une charnière grinçante du garde-manger réparé pendant la nuit. Personne ne s'excusa pour la façon dont il l'avait traité, mais il n'avait pas besoin de le faire. Clara comprenait le langage du silence et de la gentillesse lorsqu'il venait d'hommes qui vivaient des armes et du bétail. Les mots étaient rares ici, mais la décence avait sa propre façon de s'exprimer. Elias Boone, pour sa part, parlait peu. Il prenait tous ses repas avec les ouvriers du ranch, toujours en dernier, silencieux et calme. Mais chaque soir, après le dîner, lorsque les autres se dirigeaient vers le dortoir ou la grange, il restait. Il retroussait ses manches, entrait dans l'arrière-cuisine et faisait la vaisselle. Clara avait essayé de l'en empêcher une fois. « C'est vous le patron », lui avait-elle dit doucement. « Vous n'êtes pas obligé de le faire. »« Je sais ce que je fais », avait-il répondu d'une voix basse mais pas désagréable. « Vous les avez nourris. Je nettoie après eux. » Et c'était tout. Il ne parlait pas beaucoup, mais Clara commença à apprendre le rythme de sa présence, calme, constante, inflexible. Lorsqu'il lui tendait une serviette ou empilait les casseroles avec soin, quelque chose d'indéfinissable commença à prendre racine entre eux, lentement et sûrement, comme le dégel printanier. Puis vint la tempête. Elle souffla comme un murmure venu du nord, puis s'abattit sur le ranch avec la fureur d'un dieu méprisé. Le vent hurlait à travers les avant-toits, déchirant les portes de la grange et semant la panique parmi le bétail. Les hommes criaient. Les sabots martelaient le sol. Clara resta dans la cuisine, fermant les volets, alimentant le feu de plus en plus fort. La neige frappait les fenêtres si fort qu'on aurait dit des coups de poing. Puis elle l'entendit, un son à peine plus fort que le vent. Une voix d'enfant. Faible. Aiguë. « Bonjour ?» Son cœur s'arrêta. Elle attrapa son châle, ouvrit la porte et s'avança dans la blancheur aveuglante. La visibilité était quasi nulle, le monde englouti par la neige et le bruit, mais alors la voix se fit entendre à nouveau, plus proche cette fois, « S'il vous plaît. » C'est alors qu'elle le vit, un garçon, âgé d'accent grave, peine 7 ans, la peau couleur d'argile réchauffée par le soleil, les cheveux noirs collés par la glace. Il ne portait qu'une chemise fine et des mocassins déchirés. Clara n'hésita pas. Elle courut vers lui, le souleva, l'enveloppa étroitement dans son châle et le porta à travers la tempête jusqu'à la chaleur. La porte claqua derrière elle. Elle l'installa près du feu, son petit corps tremblant comme une feuille prise dans le vent. « D'où viens-tu » murmura-t-elle en lui frottant les bras, essayant de lui redonner vie. Le garçon ne répondit pas, se contentant de frissonner et de s'accrocher à elle, les yeux écarquillés. Une ombre envahit l'embrasure de la porte. Elias. De la neige collait à son manteau, son visage était rouge du froid, son souffle saccadé. Il ne parla pas tout de suite, se contentant de regarder le garçon, puis Clara, puis le châle fondu qui formait une flaque à ses pieds. « Je l'ai entendu » dit-elle doucement. « Je devais le faire. » Elias s'approcha, s'accroupit près de la cheminée et posa sa main calleuse sur l'épaule du garçon. « Tu as bien fait » dit-il après un long moment. Ses yeux rencontrèrent ceux de Clara, calmes, fixes, indéchiffrables. Puis il hocha la tête une fois et commença à attiser le feu. Aucun autre mot ne fut prononcé cette nuit-là. Mais pour la première fois, lorsque Clara regarda Elias, elle ne vit pas un éleveur. Elle vit un homme qu'il avait vu, dans la tempête, et qui était resté. Le matin se leva sur le ranch Boone Creek dans des tons argentés et bleus. La tempête était passée, laissant derrière elle un calme fragile. La neige recouvrait tous les toits, tous les poteaux de clôture, toutes les empreintes de sabots, plongeant le monde dans une paix feutrée. Dans la cuisine, le feu brûlait faiblement. Clara était assise près du feu, enveloppée dans une couverture qu'elle se souvenait à peine avoir prise, les bras endoloris par la nuit précédente. L'enfant avait été recueilli par une famille Lakota voisine qui était venue le chercher à l'aube. Clara le leur avait remis doucement, comme si elle rendait une partie de son propre cœur. Maintenant, elle était assise seule, les mains serrées autour d'une tasse en étain remplie de thé tiède. Elle n'entendit pas Elias entrer, mais elle le sentit. Une présence silencieuse, aussi constante que l'hiver. Sans un mot, il s'approcha derrière elle et posa une couverture en laine sur ses épaules. Elle était épaisse, chaude et dégageait un léger parfum de cèdre et de fumée. Sa main s'attarda un bref instant avant qu'il ne s'éloigne. Pas un mot. Pas un regard.
Juste le poids de quelque chose de doux qui s'installait entre eux comme de la neige qui ne fondait jamais. Après cette matinée, quelque chose changea, pas d'un seul coup, mais de manière subtile et tacite. Ils ont commencé à se croiser plus souvent. Elias l'aidait à transporter l'eau du ruisseau lorsque la pompe gelait. Elle ne lui demandait rien. Il venait simplement. Un matin, à ses côtés, il a attrapé le deuxième seau et a marché en silence. Un après-midi, ils ont ramassé du bois de chauffage côte à côte. Clara a glissé dans la neige fondue et a laissé échapper un rire surpris en tombant dans un banc de neige. Quand elle leva les yeux, Elias souriait, pas un sourire franc, mais l'esquisse d'un sourire, réel, brut et fugace. Plus tard dans la semaine, un chat de grange sauta dans un sac de farine ouvert, répandant de la poudre blanche partout. Clara eut le souffle coupé. Elias cligna des yeux, puis rit doucement, d'un rire grave et chaleureux. Ils rirent jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Pour une fois, peu importait que ses joues soient rouges ou que son tablier ne soit plus impeccable. Elle rit comme une femme qui n'avait pas ri depuis des années. Mais pour Clara, le changement était plus profond que le partage des tâches ménagères ou les regards tendres. C'était la façon dont ses mains tremblaient lorsqu'il lui tendait le couteau à pain, la façon dont sa poitrine se serrait lorsqu'il la regardait sans détourner les yeux, la façon dont elle se surprenait à espérer qu'il reste un peu plus longtemps chaque fois qu'il entrait dans la pièce. Elle n'avait jamais connu cela auparavant, ni avec un homme, ni avec personne d'autre. Elle avait toujours été la cuisinière, laide, la discrète dans son coin. Jamais la femme que quelqu'un voyait vraiment. Jusqu'à présent. Et cela la terrifiait. Cette nuit-là, la neige s'accrochait encore au bord du toit tandis que la lune se levait dans un ciel vaste et pâle. Clara sortit dans la remise pour aller chercher des herbes séchées. Le froid la transperçait à travers son châle tandis qu'elle tâtonnait avec le loquet. Clara. Elle se retourna. Elias se tenait là, une lanterne dans une main, l'autre tenant quelque chose enveloppé dans une toile cirée. Je te cherchais. Elle se redressa, essayant de lire son visage. Il entra, posa la lanterne sur un tonneau et lui tendit le paquet. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle d'une petite voix. Il déplia soigneusement la toile cirée, révélant un carnet en cuir usé. Les bords étaient éraflés, les coins cornés, la couverture ramollie par des années d'utilisation. Cela appartenait à ma mère, dit-il doucement. Elle y consignait des recettes, des pensées, des petites choses qu'elle ne voulait pas oublier. Clara tendit la main, hésitante. Il ne lâcha pas prise. Elle m'a dit un jour, dit Elias d'une voix basse, que l'amour ne vient pas des yeux, mais de ce qui reste après le repas. Clara déglutit péniblement. La chaleur dans la remise semblait augmenter, même si l'air était glacial. Elias finit par lui remettre le carnet. J'ai pensé que tu aimerais peut-être y ajouter quelque chose. Elle baissa les yeux vers le carnet, puis les releva vers lui. Son visage était calme, impassible, mais ses yeux reflétaient quelque chose de brut, de réel. Clara acquiesça lentement. Merci, murmura-t-elle. Et pendant un long moment, ils restèrent là, dans la pénombre de la remise, deux personnes façonnées par le silence, commençant à trouver leurs mots l'un chez l'autre. Le dégel fut lent ce printemps-là, mais il finit par arriver. La neige se retira des collines comme une marée fatiguée, laissant derrière elle de la boue, des fleurs et des rumeurs. Au début, ce n'était que des murmures autour du magasin et du salon de coiffure de Boone Creek, que la cuisinière du ranch Boone Creek retenait le patron tard dans la cuisine, qu'elle n'utilisait pas seulement de la farine dans ses biscuits. Peut-être, juste peut-être, rit un homme devant une bouteille, qu'Elias Boone a perdu la tête, ou du moins ses principes. Les grosses filles ont quelque chose dans leur ragoût. La ville était petite. Les langues allaient vite. L'amertume se propageait plus vite que n'importe quel cheval. Puis vint Caroline. Elle arriva dans une belle calèche, avec des bottes trop propres pour les chemins de terre, des yeux trop perçants pour être vraiment chaleureux. Ses cheveux noirs étaient relevés en chignon serré, ses lèvres peintes d'un rouge artificiel. Les gens se souvenaient bien d'elle, Caroline H. Boone, la belle qui avait quitté la ville avec un banquier après qu'Elias eut perdu son premier troupeau de bétail à cause de la sécheresse. Et maintenant, elle était de retour. Clara la vit pour la première fois un dimanche après-midi, debout sur les marches de l'église, vêtue d'une robe de velours vert qui n'avait pas sa place dans cette région. Le regard de Caroline balaya la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur Clara. Elle sourit, mais pas gentiment, pas du tout. Le lendemain, Caroline arriva à cheval au ranch Boone Creek sans prévenir. Elle descendit de cheval comme si elle était chez elle,
saluant les ouvriers du ranch qui interrompirent leur travail pour la regarder. Elias la rejoignit sous le porche, les bras croisés. Quoi qu'il se soit dit, c'était calme, tendu. Puis Caroline se dirigea vers la cuisine. Clara venait de sortir une tarte du four. Leurs regards se croisèrent. Caroline la regarda lentement, comme une couturière mesurant un sac. « C'est donc lui que tu as choisi, dit-elle d'une voix suffisamment forte pour que les palefreniers l'entendent. Je suppose que lorsqu'un homme perd sa fierté, il se console avec la nourriture, répondit Clara sans rien dire. Ses mains agrippaient le comptoir derrière elle. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. « Tu sais comment on t'appelle en ville ?» Le sourire de Caroline s'élargit. La truie au foyer. Une cochonne en tablier. Des rires flottèrent depuis l'extérieur. Clara ne savait pas s'il lui était destiné. Peu importait. Elle se détourna et courut vers la porte arrière, ne s'arrêtant qu'une fois arrivée à la lisière de la forêt où la neige persistait par endroits. Elle s'effondra à côté d'une souche, tremblante, le souffle coupé dans sa gorge comme un sanglot qui ne voulait pas sortir. Elle avait essayé. Elle avait été gentille, calme, travailleuse, et pourtant, cela n'avait pas suffi. Peut-être que cela ne suffirait jamais. Elle n'entendit pas les pas qui s'approchaient. Clara. Elle se retourna. Elias se tenait là, le visage assombri par quelque chose qui n'était pas tout à fait de la colère, mais presque. Elle essuya ses joues. « Je devrais partir, murmura-t-elle. Ce n'est pas. Je ne mérite pas tout ce désordre. Il secoua la tête. Tu crois que je me soucie de ce que dit cette femme? Elle est belle. Tu l'as aimée autrefois, dit Clara avec amertume. Je croyais l'aimer, répondit-il. Avant de comprendre la différence entre être désiré et être utilisé. Puis il la dépassa et retourna vers la maison du ranch. Elle le suivit, à moitié effrayée, à moitié impressionnée. Il se dirigea droit vers la cour, où la moitié des ouvriers agricoles s'étaient rassemblés près de la grange et où Caroline se tenait toujours, comme si elle n'avait jamais été renvoyée. Elias s'arrêta au milieu de la cour et éleva la voix, pas fort, mais d'un ton ferme. « Caroline, dit-il, tu m'as quitté parce que je n'avais pas assez d'argent. Clara est restée parce qu'elle a assez de cœur. » Un murmure parcourut la foule. Il regarda autour de lui, le regard féroce. Tout homme ici présent qui se moque de la femme qui l'a nourri pendant des mois peut aller chercher un nouvel emploi. Silence. Même Caroline se figea. Elias se tourna vers Clara et, devant tout le monde, devant tous les sourires narquois, tous les regards ébahis, il ôta son chapeau, s'approcha et dit, « Tu veux partir, Clara? Je ne t'en empêcherai pas. Mais si tu restes, tu resteras en sachant que je te choisis. Pas par pitié, pas à cause de tes talents culinaires, mais parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais regardé et vu l'homme que je pourrais être. » Elle retint son souffle. Les larmes revinrent, mais pas par honte. Derrière eux, le ranch était calme. Les pluies arrivèrent tard ce printemps-là, et avec elles, quelque chose de bien pire. Cela commença avec l'un des plus jeunes ouvriers, un garçon nerveux venant d'un ranch voisin. Il s'effondra après le petit déjeuner, tremblant et fiévreux. Puis deux autres tombèrent malades. Au coucher du soleil, la moitié des ouvriers gémissaient dans leur lit, pâles et trempés de sueur. Le médecin de Powder Creek vint une fois, puis repartit aussitôt. « De la viande avariée, a-t-il dit. Elle est probablement arrivée avec le dernier chariot de ravitaillement de Dunlow Ridge. Ça se propage rapidement. Gardez-les hydratés. Priez pour qu'ils tiennent le coup. » Les prières étaient rares à la frontière. Tout ce que le ranch avait, c'était Clara. Elle retroussa ses manches, noua un chiffon sur sa bouche et alluma tous les brûleurs de la cuisine. 3 nuits sans dormir, sans s'arrêter. Elle fit bouillir de l'avoine pour en faire une bouillie liquide, mélangea du charbon en poudre à de l'eau tonique et suivit les conseils de la femme Lakota qui vivait en amont, faire bouillir de l'écorce de saule, utiliser de l'aquilée millefeuille, faire du thé à partir de sauge et de bouleau. Clara griffonnait les recettes de la main qui tremblait, son tablier taché de bouillon et de sueur fiévreuse. Elias aidait comme il pouvait, il portait les seaux, nettoyait les bassins, tenait la tête des malades qui vomissaient, mais la cuisine, le cœur de tout cela, était celle de Clara. Elle ne la quitta pas une seule fois, jusqu'à ce que ses genoux lâchent. C'était la 4e nuit. Elle servait la soupe à la louche lorsque sa vue s'est brouillée. La cuillère tomba bruyamment sur le sol. Elle agrippa le bord du comptoir, mais son corps lâcha avant sa volonté.
Elle tomba lourdement, le monde tournait, sa respiration était superficielle. Quand elle se réveilla, la lumière était douce. Une couette était remontée jusqu'à son menton. Le feu brûlait faiblement. Elias était là, assis à côté d'elle sur le sol, dos à la cheminée, les coudes sur les genoux. Il avait l'air fatigué, mais il y avait aussi autre chose dans ses yeux, quelque chose de plus doux. Elle essaya de parler. Il la fit taire d'un léger signe de tête. « Tu les as sauvés » dit-il doucement. « Tout le monde. » Ses lèvres tremblèrent. « Je ne pouvais pas faire plus. »« Tu as tout fait » répondit-il en lui prenant la main. Ses doigts calleux se refermèrent autour des siens. « Je t'ai vu te dépenser sans compter pour des hommes qui se moquaient de toi, pour un ranch qui n'a jamais été gentil, pour un homme qui a mis trop de temps à te dire merci. » Elle cligna des yeux. Elias ravala ses larmes et baissa la voix, à peine plus qu'un souffle. « Si tu es le foyer qui maintient cet endroit en vie, alors je serai le toit. » Il lui serra doucement la main. « Je te protégerai de la tempête, je te le jure. » Clara ne répondit pas. Elle ne pouvait pas avec des mots, mais ses doigts s'enroulèrent autour des siens. Dans le silence qui suivit, quelque chose de plus fort que la fièvre passa entre eux. Au milieu de l'été, le ranch avait retrouvé son rythme. Les sabots martelaient le sol, les marteaux résonnaient sur les murs de la grange, les rires s'élevaient du dortoir comme la fumée d'un feu. Clara marchait à nouveau. Ses forces étaient revenues lentement, mais chaque jour, elle se déplaçait avec plus d'assurance, son teint était plus éclatant. Les ouvriers du ranch l'arrêtaient en passant avec des hochements de tête timides et des compliments maladroits. Certains lui apportaient même des cadeaux, des prunes sauvages, un bouton poli, une cuillère sculptée en forme de cœur. Mais c'est le tablier qui la laissa sans voix. Un matin, après le petit déjeuner et le débarrassage de la table, elle le trouva soigneusement plié sur sa table de travail. Un tablier vert foncé avec des liens en lin doux, brodé sur le devant avec soin, la gardienne du goût de Boone Creek. En dessous, tout le monde avait signé son nom, même le petit Sam, d'une écriture tortueuse. Elle le serra contre sa poitrine et, pour la première fois de sa vie, elle se sentit non seulement vue, mais aussi désirée. Ce soir-là, juste avant le coucher du soleil, Elias la trouva derrière la grange, en train de nourrir les poules. « Viens avec moi » lui dit-il. Elle le suivit jusqu'à la crête qui s'élevait derrière le ranch, celle-là même où les tempêtes hivernales avaient autrefois déferlé comme des fantômes. À présent, elle baignait dans une lumière orange et dorée, et les hautes herbes murmuraient contre leurs jambes. Au sommet, le monde s'ouvrait à eux. Le ranch Boone Creek brillait dans le soleil couchant, les champs s'étendant comme un patchwork, la fumée s'échappant des cheminées, le bétail paissant paresseusement au loin. Clara respira profondément, les yeux humides. « Je viens ici quand j'oublie pourquoi j'ai commencé tout ça, » dit Elias doucement à côté d'elle. « Mais maintenant, je n'oublie plus jamais. » Elle se tourna vers lui. Il tenait son chapeau dans ses mains, le visage plus ouvert qu'elle ne l'avait jamais vu. « Je ne veux pas d'une femme convenable, Clara, » dit-il. « Pas le genre dont les gens font des poèmes. Pas quelqu'un qui correspond à une taille de robe du dimanche. Je veux quelqu'un qui donne comme toi, qui se réveille en pensant à la fin des autres et qui termine la journée pleine de détermination. Je te veux, toi. » Elle se figea. Sa voix se brisa. « Je n'aurais jamais pensé être quelqu'un qu'un homme comme toi pourrait aimer. » Elias s'approcha, la voix basse et calme. « Alors laisse-moi nous construire une vie, Clara. Une vie où tu n'auras plus jamais faim d'amour. » Le soleil se coucha derrière les collines, projetant de longues ombres sur le ranch, mais à cet instant, elle ne ressentait que de la lumière. Un an plus tard, le ranch Boone Creek n'était plus seulement connu pour son bétail. Des gens venaient de plus de 10 kilomètres à la ronde, non pas pour acheter du bétail, mais pour manger. Niché à côté de la grange principale, sous un auvent nouvellement construit recouvert de fleurs sauvages grimpant sur ses poutres, se trouvait un petit restaurant au mur en bois avec une enseigne peinte à la main au-dessus de la porte. Les habitants l'appelaient Noisseau et Timson, d'après la phrase préférée de Clara sur l'amour qui a besoin à la fois de force et de tendresse pour durer. Le nom est resté. À l'intérieur, de longues tables en bois longeaient les murs, des bougies fondaient dans des bocaux en verre et l'air sentait toujours le pain de maïs cuit, le ragoût épicé et quelque chose de plus sucré, quelque chose comme le réconfort. Clara dirigeait la cuisine avec la même grâce tranquille qu'elle avait toujours eue, mais maintenant elle souriait davantage. Son tablier portait les mêmes mots brodés que ceux du cadeau reçu un an auparavant, la gardienne du goût de Boone Creek. Quand quelqu'un l'appelait « Madame », ce n'était pas par simple formalité,
mais par respect. Maîtresse, disait un ouvrier agricole en souriant fièrement. Les hommes qui avaient autrefois ri derrière son dos faisaient désormais la queue poliment pour avoir une deuxième portion de son poulet au hickory. Certains avaient même amené leurs femmes, qui murmuraient « merci » après avoir goûté la tarte aux noix de pécan. Et Elias, chaque soir, après que le dernier plat ait été servi et que la dernière lanterne ait été baissée, retroussait ses manches et se dirigeait vers l'évier. Personne ne s'en étonnait, pas même Clara. Il lavait toujours chaque assiette à la main, silencieux comme toujours. Et parfois, quand personne ne regardait, il fouillait dans la poche de son manteau, en sortait une branche de trèfle des prairies ou de menthe sauvage, et la glissait délicatement derrière l'oreille de Clara pendant qu'elle nettoyait le comptoir ou remuait la dernière casserole. Elle rougissait à chaque fois. Un soir, après la fermeture, Clara s'assit seule à une table, une lettre ouverte devant elle. La lumière de la lanterne vacillait tandis qu'elle trempait sa plume et commençait à écrire. C'était une réponse à une jeune fille d'une ville voisine, une jeune fille qui avait écrit timidement pour demander comment elle pourrait être aimée si les garçons se moquaient de sa silhouette. Clara fixa la lettre pendant un long moment avant d'écrire « Je croyais la même chose autrefois. Je pensais que l'amour n'était réservé qu'aux personnes minces, brillantes et audacieuses. Je pensais que je devais attendre que quelqu'un me choisisse avant de pouvoir appartenir à quelqu'un. Mais c'était avant que je découvre le secret, tu n'attends pas que l'amour te trouve, tu deviens l'amour. Tu le mets dans ta cuisine, ta gentillesse, ton rire, ton espoir tenace. Tu nourris le monde avec ton feu. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un de bien sentira la chaleur de ta cuisine et décidera de rester. » Elle termina la lettre avec un sourire et une dernière ligne, « N'attends pas d'être choisie, ma chérie. Choisis-toi d'abord, et si tu as de la chance, quelqu'un qui en vaut la peine te choisira aussi. » Elle la plia, la scella à la cire et sortit. Au-dessus d'elle, les étoiles clignotaient comme des histoires qui attendaient d'être racontées, et à l'intérieur, le feu brûlait toujours.